nouveau leak de Android Leaks. Je suis Benjamin Joie. Et moi je suis Yannick Lemain, bonjour. Alors Yannick, de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui on enregistre le tout premier épisode de ce superbe nouveau podcast qu'on appelle Android Leaks et on va peut-être pouvoir expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Donc on va essayer de parler de bibliothèques, de problèmes, de trucs et astuces, des sujets d'actualité touchant Android principalement, et histoire de faire comme tout le monde, on a décidé d'appeler chaque épisode un leak. Donc on va essayer de sortir des leaks de manière régulière et un maximum sur des sujets variés. Donc si vous avez des idées, donc les gens qui écoutent, les auditeurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On n'a pas vraiment encore de quoi que ce soit pour nous contacter d'ailleurs, il faudra peut-être mettre en place un Twitter ou un truc comme ça. En attendant, on va peut-être renvoyer une adresse mail ou deux. Hein. Ouais, on peut faire comme tous les autres et nos nous propres contacter directement Twitter. sur Allez, notre Twitter. Voilà, on peut voilà, faire tout à ça. fait. Mais tu vas peut-être, vas-y, présente-toi, dis-nous qui tu es, Benjamin. D'où viens-tu, qui es-tu, que fais-tu? Oula, donc moi je suis donc Benjamin, je viens de Namur en Belgique. Donc vous avez peut-être reconnu l'accent déjà. Et alors du coup je suis Android développeur depuis 2010. J'avais travaillé à l'époque sur une application pour Beta Série qui s'appelait Andro Série et que j'ai arrêté de supporter. Entre-temps j'ai fait des applications professionnelles. Et donc là maintenant ça fait 4 ans que je ne fais pratiquement que ça, que de l'Android. Et donc toi Yannick? Eh bien moi, ça fait depuis 2009 que je fais des applications Android, mais pas exclusivement. Ça fait seulement 2 ans, 3 ans que je fais ça full time. J'ai travaillé sur des applications bancaires, sur des applications pas bancaires, sur des applications à moi qui ne font pas grand-chose que personne ne télécharge. Mais je m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup chipoter et essayer les nouveautés. Et, et voilà, c'est déjà pas mal. Et il me semble aussi que tu aimes bien aller embêter Thor Norby lors de la Google I.O. pour lui expliquer que ce qu'il a présenté ne fonctionne pas. Ah bah écoute, Tu- c'est comme ça que ça marche. Il était très content de le voir et de m'aider. C'est sympathique la Google I.O. d'ailleurs. Si jamais vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. Ouais, parce que franchement, en plus, les développeurs étaient vraiment super sympas, super ouverts, donc ça c'était super chouette. Ah bah on pourra en parler peut-être un peu plus en détail de notre expérience à Google I.O. tout à l'heure. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Attends, je voulais juste cadrer un truc. C'est un nouveau podcast qu'on a décidé de faire en français parce que des podcasts sur Android, il y en a un paquet. Enfin, il y en a quelques-uns maintenant. Il y en avait moins, maintenant il commence à y en avoir plus, qui sont tous très intéressants. Mais il n'y en a pas un seul qui soit en français, donc on va voir un petit peu, on va aller à la pêche aux francophones et voir un peu si ça mord. Ouais, Donc, tout à fait. En plus, bah, moi je pense à un truc qui m'a un peu inspiré, c'est justement Fragmented Podcast avec Kaushik Gopal et Don Felker. Donc j'incite les gens qui ne connaîtraient pas et qui parlent anglais à aller écouter ce podcast là aussi, puisque c'est un excellent podcast. Ils sont tous les deux très très compétents et je pense que ça vaut vraiment la peine euh, de l'écouter si on ne le connaît pas encore. tout à fait, tout à fait. Il y en a Ok, d'autres, mais on fera la liste plus tard. ouais, tout à fait. Ok, donc tu voulais qu'on parle des librairies alors aujourd'hui, donc les librairies qu'on utilise quand on commence un projet. Alors bah, je propose que tu te lances, hein. Oui, je me suis dit, justement, vu que c'est un premier podcast, on démarre, bien, c'est une bonne idée de voir un peu comment on démarre une application Android en règle générale. Et mes habitudes personnelles, en tout cas quand je démarre une nouvelle application, c'est d'inclure des librairies externes parce que j'aime pas faire du travail qui est déjà fait, simplement. Et dans les librairies que j'installe quasi systématiquement, la toute première, ça va être... en fait, la plupart sont des librairies de soit Square, soit Jack Wharton. Pour ceux qui ne connaissent ni l'un ni l'autre, il faut bien commencer quelque part. Il faut se renseigner. Alors commencez par rechercher dans Google Jack Wharton et Square. Square Up d'ailleurs, squareup.com je pense, si je ne m'abuse. Donc la première librairie que je vais utiliser, c'est Butterknife pour aider un petit peu avec la récupération des vues sans devoir faire un view by ID, devoir faire des casts, etc. C'est une espèce de système d'injection de vues, on va dire. Il y a aussi Dagger, Dagger 2, je précise, Dagger 2 qui lui gère l'injection de dépendance. RX Java, alors ça c'est un sujet à part entière. C'est un gros sujet RX. C'est pas mal d'actualité de nos jours, on en parle beaucoup, c'est un peu à la mode, hein, c'est un peu trendy. Voilà, donc j'utilise RX, donc ça c'est un peu le trio de base. Il y a aussi une librairie que j'utilise qui est aussi de Jack Wharton qui s'appelle Timber pour aider un peu tout ce qui est logging.
Et le petit dernier que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que maintenant que j'utilise assez régulièrement quand j'ai besoin d'une base de données, j'utilise Cupboard, qui est fait par un petit gars, je crois qu'il est GDE d'ailleurs, Google Developer Expert sur Android en Hollande, qui s'appelle Hugo Visser, voilà, c'est ça. Et Cupboard sert en fait à faire une espèce d'abstraction de tout ce qui est base de données, parce que bon, faut bien dire qu'il n'y a absolument rien de sexy à SQLite sur Android. Et Cupboard aide justement à faire en sorte que les choses soient un petit peu plus sympathiques à utiliser et un petit peu plus clean. Donc en gros, ça c'est un peu mes librairies choc personnelles. Et toi, comment ça se passe? Eh ben justement, donc moi, il y a pas mal de choses qui varient par rapport à toi. Donc par exemple, j'ai utilisé très longtemps RoboJuice parce que je ne supportais pas Dagger et que je trouvais que l'overhead en termes de performance n'était pas si important que ça dès qu'on utilisait RoboBlender, donc qui permettait justement de créer une base de données pour les injections. Mais malgré tout, je trouvais ça toujours un peu trop magique, j'étais pas très fan, et un des contributeurs principaux de RoboJuice a sorti une nouvelle librairie qui s'appelle ToSpeak et qui est pile poil entre Dagger et RoboJuice, donc dans le sens où la librairie fait encore beaucoup de choses pour toi, mais en oubliant tout ce qui est réflexion et ce genre de choses. Et donc là, franchement, j'ai commencé à l'utiliser un petit peu et je suis très vite tombé sous le charme de cette librairie, puisque justement, au lieu d'être vraiment boilerplate comme Dagger, où on t'a créé 4 ou 5 fichiers différents pour faire une seule injection, ici on est straight to the point, mais avec toujours les scopes, donc pouvoir faire des contextes singleton et ce genre de choses de manière beaucoup plus simple. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, je conseille vraiment d'aller voir. Le gars qui fait ça, c'est Stéphane Stéphane Nicolas. Nicolas. Voilà, exactement. Alors malheureusement, j'ai regardé sur Twitter ou quoi, je voulais lui faire de la pub, il n'a pas de compte Twitter pour ce truc-là, donc du coup, j'ai pas vraiment su en parler autour de moi. Maintenant, c'est franchement pas mal, c'est pas encore en version finale, mais c'est déjà en RC, donc voilà, je conseille vraiment d'y jeter un œil. Alors j'utilise aussi beaucoup RxJava, donc ça forcément c'est juste génial, et avec Rx Android, ne serait-ce que pour avoir le scheduler main thread, donc ça c'est Ah oui, j'ai oublié de indispensable. le préciser, ça tient d'ailleurs, tout à fait. Ouais, mais au final, on ne précise pas beaucoup parce qu'au final il sert qu'à ça, mais il est quand même très important, sinon c'est beaucoup plus embêtant. Et alors du coup, moi je suis assez contre Butterknife, parce qu'au final je trouve que bon, ça rajoute des méthodes dans le méthode count pour quelque chose qui n'est pas vraiment très utile. Ça se trouvait déjà dans RoboJuice, ce genre de choses, et j'aimais déjà pas non plus. Donc, pour finir, j'aime bien avoir le contrôle sur mes vues. Donc, plutôt que de devoir dépendre d'un appel à une méthode statique pour faire de l'injection, ce genre de choses, et faire un peu de réflexion pour rien. Mais ça, c'est mon avis, hein. Après, j'ai des projets où ça a été utilisé, et voilà, je me laisse pas le retirer non plus. Ensuite, il y a RetroLambda. Donc, RetroLambda, ça c'est quand même vraiment bien. C'est une librairie qui permet de s'exécuter à la compilation et de porter les lambda sur Android, donc du coup avant Java 8, même sans utiliser Jack, le nouveau compilateur de Google, donc ça c'est vraiment très bien. Et je suis sûr que j'ai une librairie dans ma liste que tu utilises aussi et que tu as oublié, et je suis sûr que tu vas t'en vouloir de l'avoir oublié, c'est Retrofit. Oh, Ah oui, voilà, Retrofit, ça c'est le truc que absolument. je ne peux plus faire sans, parce que voilà, faire des calls à un web service, on est pratiquement tout le temps obligé d'en faire. Et c'est extrêmement pénible de devoir refaire ces calls à la main, etc. Et donc Retrofit permet de définir tous les calls dans une interface très très bien faite. S'intègre très bien avec Eric Java si on l'a, et même pas si on l'a pas. Donc c'est une superbe librairie, encore une fois, par les gars de Square, et notamment Jake Wharton. Jake Wharton, hein, qui a sa main plus ou moins partout, Retrofit, RX Android, RX Bindings aussi, accessoirement, si on veut faire du reactive extension sur les vues directement. Je sais qu'il y a un peu moins de gens qui s'intéressent à ça, ou en tout cas c'est peut-être un petit peu moins trendy de faire du RX directement sur les vues et sur le UI. Mais c'est quand même plutôt intéressant. En tout cas, moi j'ai fait quelques apps avec ce genre de méthode et qui sont vraiment. Ça change vraiment la vie, surtout quand tu as un formulaire avec des inputs de l'utilisateur et que tu essayes d'avoir toute une série de mécanismes de validation, de vérification. Ça marche vraiment du tonnerre. Ah, c'est vraiment bien. J'aimerais quand même que c'est parfois utilisé avec parcimonie, puisque bon, mine de rien, derrière, ça crée plein de petits objets. Non, mais vraiment, le truc, c'est que j'ai commencé à regarder un petit peu donc, comment ça marche, parce que j'avais essayé de faire utiliser un petit peu des RX Binding, notamment pour faire
une recherche avec debound, ce genre de choses comme opérateur. Et autant ça permet de rendre le code beaucoup plus clair, mais derrière, bah, il va créer des threads tout seul, ce genre de choses. Donc il faut quand même pas oublier que bah, parfois il y a des choses qui se passent derrière qu'on n'a pas forcément prévues. Et donc, comprendre comment ça marche avant de l'utiliser, je pense que c'est une bonne chose. Tout à fait. C'est vrai que le c'est un des problèmes, je trouve, avec RX en règle générale, c'est que on a tendance à oublier ce qui se passe derrière. On a tendance à oublier comment ça fonctionne. Alors, tout est relativement linéaire, donc on va lire un peu ce qui se passe en fonction du code directement. On va lire la suite d'opérateurs pour savoir que tiens, quand je reçois un élément, on va passer dans une première moulinette, puis une deuxième moulinette, puis ce genre de choses. Et puis on oublie que derrière, il y a des threads, il y a de la synchronisation, il y a de la communication inter-thread, il y a tout ce genre de choses qui ont tendance à causer des problèmes si on ne fait pas attention. Et tout à fait. Et bah, comme je te disais, enfin, je pense que c'est toujours important de comprendre comment quelque chose fonctionne. Donc, parce que je crois que c'est Uncle Bob qui avait dit ça. Il disait si vous ne comprenez pas comment une librairie fonctionne, ne l'utilisez pas. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. C'est un peu méta comme ça, mais de bien se dire voilà, si quelque chose le fait et que je n'arrive pas à comprendre comment elle le fait, le jour où j'aurai un problème, ça va me mettre vraiment dans la panade, pour pas dire autre chose. Et je pense que c'est vraiment important de se dire voilà, si j'étais capable de le refaire moi-même, alors je peux l'utiliser. Si je suis pas capable de le refaire moi-même, euh, ça vaut peut-être la peine soit de voir s'il n'y a pas autre chose, ou alors de comprendre. Oui, je suis d'accord. J'allais dire, ça risque d'être un tout petit peu extrême de dire est-ce que je suis capable de refaire un truc style, même que ce soit Toothpick ou Dagger ou autre, un système complexe d'injection de dépendance peut être complexe ou carrément toute une librairie telle que RX. J'avoue que je ne comprends pas tout ce qui se passe exactement dedans. Je ne sais pas si je dois absolument savoir ou comprendre exactement tous les éléments, mais c'est vrai qu'il est important de comprendre en tout cas toute la mécanique en règle générale, le principe général de la librairie ou en tout cas du concept et des paradigmes qui sont. J'adore tous ces mots extrêmement compliqués. Du paradigme, c'est un mot super chouette. Les concepts qui se cachent derrière ces librairies, ou en tout cas comprendre ça, maintenant comprendre exactement tous les éléments d'implémentation, je ne sais pas si c'est vraiment absolument Ah non, non, nécessaire. je pense pas qu'il faille étudier la librairie dans son ensemble, mais avoir une idée générale de comment ça marche et des principes derrière. Après, oui, l'implémentation jusqu'au dernier détail, je pense pas que ce soit vraiment nécessaire, mais d'au moins comprendre les applications. Donc voilà, quand on parlait de Dagger et de Robot Juice, par exemple, le fait que je préférais Robot Juice, malgré tout, venait avec la connaissance de savoir que ça utilisait de la réflexion et que donc en termes de performance, c'est moins bien Voilà, c'est ça, que Dagger. Et donc ça, exactement. c'est voilà, c'est quand même important de comprendre ça, de savoir comment la librairie fonctionne. Voilà, parce que si après je me rends compte qu'il y a des problèmes de performance énormes sur des devices parce qu'on est sur un marché émergent, ce genre de choses, où ils ont peut-être des téléphones qui sont plutôt entrée de gamme et que du coup les performances deviennent vraiment critiques, bah, à ce moment-là il faut savoir pourquoi et qu'est-ce qu'on peut commencer à remplacer ou à refactorer ou à améliorer en premier. Tout à fait, tout à fait. Alors, donc ça, on a fait un tour un peu rapide de chacune des librairies. On va peut-être pas aller en détail pour toutes les librairies, peut-être certaines plus tard. Mais voilà, disons que on crée un nouveau projet, on injecte tous ces machins-là. Toi, quelle est la première étape? Qu'est-ce que tu fais d'abord une fois que tu as injecté toutes les librairies que tu sais que tu vas utiliser? Est-ce que tu commences par là déjà? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est la suite? Alors c'est vrai qu'en règle générale je commence pas par les librairies parce que mine de rien donc on a quand même tendance à aller toujours vers ces mêmes librairies là, donc oui on a été un peu vite ici, on s'est dit bon voilà toutes les librairies qu'on utilise de manière général à 100%. Maintenant, voilà, disons que j'ai un projet qui va pas forcément faire des appels à un web service, oui, ça peut arriver, eh ben, je vais pas inclure Retrofit. Ce genre de choses. Donc pareil aussi, si c'est vraiment un POC ou quoi, je vais pas forcément mettre de l'injection de dépendance et je vais faire ça un peu vite. Donc pour ceux qui savent pas, un POC c'est un Proof of Concept. Hein, et donc voilà, toutes ces choses-là, donc ça va dépendre un peu. Donc en général, la première chose que je fais, ben, je crée un nouveau projet dans Android Studio et je vais déjà commencer à découper mes packages par feature. Donc je vais essayer de dire, bon voilà, j'ai un login, donc je vais créer un package login. J'ai une activité principale qui s'occupe d'afficher des articles, et ben donc je vais créer un package article, et je vais essayer déjà de découper comme ça.
Et puis, une fois effectivement que je commence à voir des choses dont j'ai besoin, là, je vais inclure les librairies qui me semblent être importantes. Donc, par exemple, une autre librairie que j'utilise assez bien, c'est Jodatime, qui permet de remplacer, enfin, pas de vraiment remplacer, mais d'améliorer l'API date de Java. Et donc Dan Lou a fait un portage de ça pour Android pour être plus performant. Et donc ça c'est une des librairies que je vais utiliser. Mais donc voilà, si j'en ai besoin à ce moment-là, bah, je vais l'inclure quand j'en aurai besoin et non pas dès le départ et commencer à gonfler mon application de plein de librairies dont je n'ai pas besoin. Et toi, comment ça se passe alors? C'est une très bonne question. En fait, je commence jamais de la même manière. Euh, Petite histoire, petite histoire comique. Je viens de commencer une nouvelle mission et depuis que j'ai commencé cette nouvelle mission, je dois prendre le train, ce qui est complètement différent d'avant. Avant, j'étais dans ma voiture. Et dans ma voiture, ben, je pouvais juste écouter des podcasts, comme celui-ci par exemple, et conduire, et je pouvais pas vraiment faire autre chose. Dans le train, je me rends compte que je peux faire des trucs, mais le problème, c'est que dans le train, il n'y a pas de connexion Internet. Ce qui change énormément la donne. Je me suis rendu compte à quel point je dépendais d'Internet pour justement toutes les petites bêtises qu'on fait au départ, les trucs qu'on veut faire du style ajouter un menu sur son activity ou ce genre de choses, les trucs qu'on fait systématiquement et que je ne retiens jamais. C'est toujours du copier-coller, je ne retiens pas le nom des méthodes, je ne retiens pas où il faut mettre quoi, enfin c'est le genre de petits détails. Voilà. Donc je me rends compte à quel point je dépends d'Internet pour ça. Donc dernièrement, la façon dont j'ai commencé mon application, c'était d'abord et avant tout de trouver un système de documentation offline qui est censé venir avec le SDK, mais qui fonctionne pas du tout. Donc j'ai trouvé ce petit truc qui s'appelle Dash. En tout cas, c'est sur Mac. Je travaille sur Mac personnellement. Et Dash, en fait, c'est une application. Je ne sais pas du tout si ça existe sur d'autres plateformes. Mais c'est une petite application qui te permet de télécharger de la documentation sur plein de sujets différents. Quand je dis plein de sujets, c'est très variable. Ça va d'Android à iOS à euh, Bootstrap ou Angular, etc., etc. Vraiment n'importe quel type de doc. C'est toute la doc qu'on peut trouver se trouve dans cette petite app. Et donc ça me permet d'avoir déjà toute la doc d'Android offline, ce qui était déjà un très très bon point assez positif déjà pour pouvoir ne serait-ce que me rappeler de cette petite bêtise qui m'échappe systématiquement. C'est le genre de truc, on fait ça une fois au début du truc, au début du projet, et une fois que le projet est en cours, on a travaillé dessus pendant des mois, voilà, on n'y retourne plus, parce que c'est là, c'est fait, on sait où il faut rajouter des éléments, mais on ne sait plus comment on le met en place. Donc remettre tout un projet en place, c'est toujours, pour moi en tout cas, c'est toujours assez comique. Euh, la seconde chose, c'est comme toi, en fait, je clique sur le bouton nouveau projet de Android Studio, parce que oui, Eclipse est mort. N'essayez même pas, les gens, de sortir Eclipse du tiroir. Et je me pose systématiquement la question, non pas donc pour démarrer un projet sur Android Studio, on a une espèce de wizard. Comment est-ce qu'on dit en français un wizard, un sorcier, ça ne va pas du tout. Hein, Ouais, je sais pas. je ne Alors, connais pas le terme francophone correct de l'installateur ou de la création pas à pas, je ne sais pas comment on dit. Donc un wizard, on va dire avec l'accent français abominable. Donc, les deux premiers écrans, c'est assez simple, c'est quel est le minimum SDK, quel est le nom du projet, etc. Et le troisième écran, c'est on commence par quel genre d'activité ou qu'est-ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut une activité vide ou bien est-ce qu'on veut une activité avec login ou voilà, on a tout un choix. Et là, évidemment, un peu comme toi, ça va dépendre évidemment du besoin. Je me suis rendu compte que peut-être que c'est moi, peut-être parce que j'ai déjà un certain niveau d'expérience, qui fait que je préfère démarrer avec une activité vide, parce que autrement, il y a énormément de code qui est inclus dans l'exemple, ce qui est une très bonne chose quand on veut démarrer, mais on se rend compte très vite qu'en fait, tout ce code-là, souvent, on va l'enlever ou on va le modifier tellement qu'au final, vaut peut-être mieux le faire. je suis entièrement Enfin, d'accord. Moi, j'aime pas non plus. Même ça m'arrive souvent de commencer sans activité du tout. Parce que je sais pas pourquoi, j'aime pas spécialement qu'il aille créer des fichiers pour moi à gauche, à droite. d'accord. Et justement, enfin, en plus, enfin, j'ai mes petits tics sur comment est-ce que je vais créer le nom de
le nom de mes ID et ce genre de choses. Et donc le fait qu'il va tout seul commencer à créer un fichier menu avec dedans r.id.action settings, action ceci, c'est pas du tout comme ça que je le nomme. Donc au final, je vais quand même passer mon temps à rechanger ces choses-là ou aller les supprimer. Donc j'ai beaucoup plus tendance à partir d'un projet vide, sans rien du tout dedans, et puis créer moi-même l'activité. Et même souvent, je fais pas new activity, je fais new Java class. Je tape le nom de ma classe, et après j'étends moi-même l'activité dedans, et ce genre de choses, pour éviter justement qu'il me pousse un maximum de trucs. Tout à Je sais pas ce que fait. t'en penses. Absolument. Mais en fait, j'avoue que je commence en général moi avec une activity vide, simplement parce qu'au moins j'ai déjà une application qui fonctionne avec quasi rien dedans et dans ce cas l'overhead est très très minime. Il n'y a pas de menu, il n'y a rien du tout. Donc pour moi c'est bien. J'ai jamais vraiment réfléchi j'avais jamais vraiment fait attention que le add no activity c'était en fait un bouton. Donc j'avais jamais vraiment pensé à ça. Donc mais je commence en général avec une activity vide pour les mêmes raisons que toi. J'ai aussi mes tics. Oui, j'ai vraiment des problèmes psychomoteurs dans ma tête qui font que quand je vois des trucs bizarroïdes, j'ai tendance à avoir des spasmes et ce genre de choses. Euh, Ah, c'était ça. oui, c'est ça. Je me demandais, voilà. C'était ça. Exactement. Et donc, mais pour donner un autre exemple justement sur ce genre de code qui est généré, qui donne beaucoup trop d'informations, j'ai voulu faire une page de setting que j'avoue ne pas faire très souvent. Je voulais juste utiliser les préférences. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Android dans le SDK fournit un système qui permet de faire des paramètres, donc une page avec des paramètres de manière assez simple. Mais bien entendu, comme pour tout le reste, je ne me rappelais pas exactement comment mettre ça en place. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bien, j'ai choisi mon package et puis après j'utilise énormément les raccourcis clavier. Donc j'ai fait sur Mac pomme N, sur Windows aucune idée, sur Linux encore moins. Donc j'ai fait pomme N ou commande M pardon dans mon package et j'ai choisi Activity et dans la liste des activities il y a toute une série de types d'activités qu'on peut créer ou ajouter automatiquement, dont une Settings Activity qui je pensais être exactement ce qu'il me fallait. Et là, il te crée un amas de machins incroyable pour, pour finalement, qui était beaucoup trop complexe pour mon besoin perso. Donc, j'ai créé ce truc-là, j'ai regardé, j'ai dit oui, c'est bien, mais c'est beaucoup trop. Donc, j'ai tout viré et puis j'ai repris ma petite documentation offline pour suivre simplement ce qui était marqué dans la documentation pour les préférences. Et ça a été beaucoup mieux. Ça a été beaucoup mieux que de suivre leur exemple qui était automatiquement généré. Donc c'est bien, mais pas top, on va dire. C'est bien le fait, enfin je trouve que c'est très bien pour les gens qui commencent d'avoir ce genre d'exemple qui est très facilement injectable, mais d'un autre côté, quand c'est trop, ne dis pas c'est trop pico, quand c'est trop, ça va pas non plus aider. En fait, c'est juste trop, c'est vraiment de trop. Et donc s'il y a vraiment trop d'overhead, s'il y a vraiment trop de complexité, les gens vont vite fuir et vont vite avoir peur. Et Et je trouve justement, que ça m'intéresse un peu ce que tu dis là. Enfin, on va bifurquer, je pense, beaucoup lors de ces podcasts parce qu'en fait, là, ce que tu me dis, ça m'interpelle quand j'avais fait justement à l'époque une application, enfin une activity settings vraiment qui utilisait le truc Android et pas un truc custom qui appelait le backend, etc. Je me rappelle que ils avaient déprécié la préférence activity, si je dis pas de bêtises, et tout il à fallait fait. utiliser des fragments. Alors il fallait utiliser donc une activité dans laquelle il fallait mettre un préférence fragment. Et alors à l'époque, ce truc-là, parce que ouais, je crois que quand j'ai commencé ça, c'était au début de 4.0, donc ça monte déjà, hein. Et le préférence fragment, du coup, n'était pas encore dans RapCompat. Et donc, du coup, j'avais quand même utilisé l'activité. Donc, non, quand tu as créé cette nouvelle activité, est-ce qu'il t'a créé alors du coup plein de fragments, plein de fichiers XML, ou alors est-ce que c'est encore autre chose? Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un seul fichier. Alors ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, je ne supporte pas. Il a fait un seul fichier avec l'activity et les fragments dedans. Donc la déclaration des classes fragments qui était faite à l'intérieur de la classe activity, qui est un truc qui me rend dingue, et trois fichiers XML différents, et chaque fragment, et en fait il gérait le fait de, sur grand écran, donc sur tablette par exemple, l'écran était splitté, c'est-à-dire que tu avais l'header d'un côté, tu avais le panneau avec euh, le, la liste de paramètres correspondant à ce header de l'autre côté. Donc c'était vraiment un split panel comme ils appellent ça. Donc tout ça était prévu dès le départ, quoi. Ce qui était très bien, enfin je suppose qui était extrêmement bien, mais
moi personnellement, j'avais juste besoin de 2 éléments dans ma liste. Donc j'avais absolument pas besoin de header, j'avais pas besoin de split panel, j'avais pas besoin de tous ces machins-là. Donc oui, il a créé un peu beaucoup de choses comme ça. Et notamment, le système de header est un petit peu différent du système dont toi tu parles. C'est-à-dire que avec les headers, apparemment, d'après ce que j'ai compris, parce que j'avoue que j'avais jamais vraiment joué avec les headers dans des settings, comme j'ai dit, je fais ça relativement rarement. Euh, donc ce qui s'est passé, c'est le système de header, et c'est un peu comme une liste automatique qui va être populée automatiquement. Donc il va gérer lui-même le fait que... Donc un header, c'est vraiment un type de préférence bien spécifique. Et donc il sait que derrière un header, il y a une autre page qui va s'afficher. Et basé là-dessus, la mécanique est un petit peu différente. Mais en effet, la préférence activity est bel et bien dépréciée. C'est toujours le cas, à partir de Honeycomb d'ailleurs. Vu que mon min SDK est d'office 16, si je ne m'abuse. Parce que c'est largement suffisant pour moi. Donc 16, c'est Android. Oh, je ne connais jamais les. Tu te rappelles, toi, des Ouais, je différents pense. types? Parce que j'ai Alors vraiment de- le 16 c'est Jelly Bean, mais alors je sais plus si c'est le premier Jelly Bean ou si c'est le 15 le premier Jelly Bean. Alors, Je pense que c'est le premier. Je pense que le deuxième, c'est 17. Si je me rappelle bien. ouais. Attends, je vais essayer d'aller voir ça tout de suite si Google me Oui, le c'est ça. sort. Alors, Ah, le 16, 16 c'est le premier Jelly Beans, c'est voilà, ça. c'est ça. 16, 17 et 18, c'est les 3 Jelly Beans. Le 16 et le 17, oui, c'est ça. Voilà. Et Et, alors donc quand même selon Google, selon les gens qui se connectent au Play Store, en supportant 16 minimum, donc c'est-à-dire Jelly Beans, on supporte quand même plus de 95%, 95 pour les amis français, % des devices qui se connectent au Play Store. Donc du coup, ouais, avec 16, on est largement... oui, largement dans les clous, me semble. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la base, j'avais mis 15, et puis après, j'ai voulu faire je ne sais plus quoi exactement avec un get resource qui était déprécié à partir du 15, qui était déprécié dans le 15 et qu'il fallait utiliser une autre fonction à partir du 16. Donc j'ai dit, je ne chipote pas, je mets le 16 directement, et puis c'était beaucoup plus simple. C'est le genre de choses que je peux me permettre de faire parce que je travaille sur une application qui est purement perso pour mon besoin personnel et qui sera sur le store gratos et probablement open source aussi pour ceux que ça intéresse. Mais c'est pas du tout quelque chose qui est critique. Et le fait d'avoir des gens en dessous de 4.1 ne m'intéresse absolument pas. Donc voilà, ça va pas changer ma vie d'être en 15 de toute Mais façon. c'est très drôle ce que tu dis là, parce que à l'époque où j'avais fait une de mes premières applications, donc c'est une application pour me rappeler quand sortir la poubelle sur Namur, donc voilà, l'application évidemment indispensable, hein, forcément. Absolument, tout à Euh, fait. donc j'avais voulu le faire à l'époque en 2.2 minimum, et je m'étais franchement cogné contre un mur parce que AppCompat n'était pas du tout au niveau où il en est aujourd'hui. Et donc je m'étais résigné à dire ok, on va faire 4.0 minimum, et donc j'étais en API 14. Et ce qui est très très drôle, c'est qu'à l'époque, quand j'ai sorti en API 14, j'ai quand même eu 3-4 personnes qui se sont plaintes en disant ah, j'ai Android et je peux pas installer votre application, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc 2 ans plus tard, je m'embêtais, un dimanche, c'était un petit peu chaud, je me suis dit bon, je vais l'apporter donc jusque Android 2.2 ou 2.3, je crois que c'est 2.2 que j'ai mis quand même. Et donc je l'ai porté, et avec AppCompat, j'ai réussi à porter vraiment facilement l'application qui, 2 ans plus tôt, avait été très difficile à mettre sur 2.2. Et donc là, je pense en moins d'une après-midi, alors je sais pas si c'est parce que j'étais plus expérimenté, mais je pense surtout que c'est à cause du fait qu'AppCompat était enfin, avait déjà beaucoup évolué et a continué encore plus maintenant d'évoluer, que ça m'a permis, je suis dit, 3-4 heures de la porter sur 2.2. Et pour finir, avoir 3 personnes qui l'ont installé en plus. Donc tout ce travail n'a pas été très très utile. Mais Si, absolument. Je crois que ça a appris beaucoup de choses. peut-être. Mais surtout, un autre truc, c'est que toi tu parlais des ressources. À l'heure actuelle, je pense que vu que malgré tout, même si je supporte aussi souvent jusque 15 ou 16 minimum, j'utilise quand même le context compat. Donc il y a des méthodes statiques sur context compat où tu fais Tout à context fait. compat.getColor, parce qu'effectivement dès qu'on est à Lollipop, il faut qu'on lui passe le thème et ce genre de choses. Et donc pour pas devoir faire le if else soi-même, j'utilise context compat pour toutes les ressources. C'est une excellente, excellente remarque. Absolument. Je tiens Donc d'ailleurs à dire là tout de suite, je suis sûr et certain que l'équipe Android de Google nous écoute là tout de suite. Il est évident
qu'ils ont entendu parler de ce podcast et qui nous écoutent. Et je tiens à dire que ceux qui sont responsables, merci beaucoup pour cette collection de Compat Classes qui ont vraiment, vraiment évolué et dans la bonne direction, au début, c'était beaucoup plus difficile. Faut bien dire ce qui est. Il y a eu un temps où les choses étaient beaucoup moins sympathiques. Maintenant, on doit dire qu'on est vraiment bien loti avec tout ce qui est compat et euh, tout n'est pas parfait, mais on y Mais arrive. presque. On Mais y arrive. presque. On est très contents en tout cas. Merci les Mais, gars. ouais, ils font un travail extraordinaire. Je me rappelle, un truc qui est très très drôle, c'est. Oui, donc il y a 3-4 ans, je pense, encore une fois, j'avais utilisé Action Bar Pull to Refresh de Chris Bain. Qui était la librairie que tout le monde utilisait pour faire le pull to refresh, qui était très à la mode sur iOS et qui en fait n'était pas encore, on le pensait, sur Android. Et donc c'était Chris Bain qui s'occupait de ça et un jour donc il a décidé d'arrêter son action bar et c'était quand il l'a arrêté c'était au moment où justement ils ont fait la developer preview avec Android L, Lollipop 5.0 et je me rappellerai toujours que ça avait posé plein de problèmes parce que dans sa librairie il avait mis une dépendance avec un plus. Et donc, comme il dépendait de AppCompat V4 ou V7, je sais plus, avec un plus, quand je compilais, ça m'importait la librairie Preview, et donc il voulait pas que je mette mon minimum SDK à 4.0, et donc il disait que je pouvais pas la compiler pour la mettre sur le store. Alors pour Et... les auditeurs, excuse-moi de te Ouais, non, couper, vas-y, pour vas-y. les auditeurs quand il dit avec un plus, il veut dire dans le build.gradle, à l'endroit où on met la version de la librairie qu'on veut injecter, on peut pour raison de facilité, si on est vraiment très comment dire sympathiquement pourrave, Fainéant. euh, sans vraiment faire de recherche, on peut simplement mettre un plus à la fin du numéro si on n'est pas sûr de la version exacte qu'on veut importer. On se dit simplement, tiens, c'est pas grave, je vais prendre la 2.3.plus, comme ça on est sur toutes les 2.3 ou bien simplement 2 plus, et on va Ou prendre même toutes les juste versions 2. plus, et ça Ou c'est juste pire encore. plus, et c'est encore pire, là on va prendre la dernière version, qui n'est peut-être pas exactement ce qu'on a envie de faire, en règle générale, surtout quand on a une app en prod, Voilà, et n'est-ce il pas? faut Ou une jamais lib. faire ça parce qu'on ne retrouve jamais du coup quelle version on a compilé contre exactement et ça devient très Voilà. très très difficile. Donc ne faites jamais ça. Donc faites Et bon attention. donc voilà, donc il avait mis plus et donc forcément bah, comme sa dépendance faisait que ça incluait d'office celle de preview, je ne pouvais plus du tout. Donc j'ai cherché longtemps avant de comprendre que c'était ça. Pour finir, j'ai recompilé. Je crois que j'ai recompilé la librairie puisqu'elle était sur GitHub pour retirer ce plus et me permettre, alors que si j'avais su, il y a le force dans les trucs Gradle, mais je ne savais pas non plus à l'époque. Donc j'ai recompilé tout le truc pour ensuite me rendre compte que c'est parce que chez Google, ils n'avaient pas appelé ça pull to refresh, mais swipe to refresh. Et, Tout à fait. et donc voilà, c'est tout donc je crois que j'ai bien perdu un jour ou deux là-dessus et essayer de trouver le problème, à tout recompiler, etc. juste pour essayer de comprendre comment faire ça proprement pour au final avoir perdu beaucoup de temps parce que comme je disais il y avait le force donc on peut forcer certaines versions des dépendances dans Gradle et même si j'avais pas fait ça j'aurais pu utiliser la version AppCompat qui était swipe to refresh déjà à l'époque et juste personne l'appelait comme ça. D'ailleurs, petite anecdote, encore une fois, le swipe to refresh, je l'utilise maintenant quasi partout, mais je la connais depuis pas si longtemps que ça, parce que j'avoue que j'avais jamais vraiment eu l'occasion ou le besoin d'utiliser ce genre de mécanisme jusqu'il y a pas si longtemps que ça. Et je me suis dit, mais comment ça marche ce truc? Et je suis tombé complètement par hasard, en fait, sur un blog post qui expliquait justement tiens, comment utiliser le swipe to refresh. Et l'API est en fait super simple. C'est extrêmement simple d'ajouter ce genre de mécanisme dans une application existante. Et j'avais fait ça sur une de mes dernières missions. En 20 minutes, on avait rajouté le mécanisme swipe to refresh ou pull to refresh dans une partie de l'application qui aurait pris apparemment un certain temps sur iOS. Donc c'est un joli pied de nez qu'on a fait à l'équipe iOS, nananer, nous on peut, et vous avez plus de mal. Ça fait toujours du bien voilà, de plaisanter un petit peu avec ce genre de choses. C'est toujours des bonnes guéguerres sympathiques, mais bon, c'est mieux qu'on gagne quand même. Et d'ailleurs, j'invite quand même les auditeurs et toi aussi, si tu l'as jamais fait, à aller voir le code source du Swipe to Refresh, puisque donc comme il est dans AppCompat, c'est open source. Hein, donc tout ce qui se trouve dans les librairies support sont open source et sur GitHub. Et je vous invite à aller voir le code, parce que j'avais dû implémenter moi-même un pull to refresh custom, et je savais pas du tout par où commencer ni comment m'y prendre. J'ai été voir le code source, et en fait
C'est pas très très compliqué à implémenter, une fois qu'on sait comment faire. Et c'est très intéressant de voir un petit peu justement les différents trucs, les différentes façons qu'ils ont de gérer ce touch, de gérer l'animation et tout ça. Ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Ok, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, en règle générale, il y a un petit truc sympathique donc pour rappel, dans Android Studio, il y a un outil qui permet de télécharger le SDK et de mettre à jour le SDK, et il fait ça relativement bien et plus ou moins automatiquement. Une chose dont je ne suis pas sûr par contre, c'est si ou pas il télécharge automatiquement la source qui vient avec. Donc toute la source du SDK est disponible directement à partir du Download Manager. Si c'est pas le cas, il faut cliquer un petit peu plus et ouvrir le Download Manager Standalone, je pense qu'il s'appelle, et choisir le SDK source. Et une fois qu'on a le SDK source, on peut alors, on n'a pas besoin de passer par le décompilateur, on peut aller voir la vraie source directement à l'intérieur d'Android Studio, ce qui est extrêmement pratique. Et donc, en plus d'avoir le code source, on a aussi tous les commentaires qui sont utilisés pour générer la Javadoc. Et donc, on a tout d'un coup, et c'est extrêmement pratique d'avoir ça dans Android Studio. Et n'hésitez pas de temps en temps d'aller voir un peu comment ça marche, comment les choses fonctionnent, ce qui est appelé, etc. Moi, je me retrouve là-dedans assez régulièrement. Et Tous les ça jours. m'aide énormément pour comprendre un peu comment les choses se passent. J'avoue que pour le moment, je pense, si on a une target en 24, je pense que la source n'est pas encore disponible. Et Si je moi, la m'abuse. target, ça ne marche jamais. Je mets la target et il me donne quand même des sources, je sais jamais lesquelles il me montre. Donc ça, quand je fais des breakpoints, parfois c'est un peu spécial. Je sais pas comment ça marche chez toi. Mais par contre, effectivement, je conseille vraiment de le télécharger parce que c'est Android, c'est les seules sources que quand on va demander à IntelliJ de les décompiler, en fait, il va nous décompiler le android.jar qui est fourni avec et qui en fait est rempli de méthodes stub. Donc C'est en fait, ça. du coup, on n'aura même pas la source du tout. Donc là, vous êtes Ça aide pas du tout, du tout. pratiquement obligé de télécharger les sources. Et c'est un très très bon conseil. Merci Yannick. J'avoue. Mais j'avoue que je ne mets jamais de breakpoint dans le code directement de Android. Je mets en général des breakpoints autour des appels des API qui souvent me suffisent. Mais par contre, je vais voir le code source quand j'ai besoin de comprendre exactement comment ça fonctionne pour éviter de faire deux fois la même chose, par exemple, ou ce genre de choses. Je n'ai pas d'exemple concret là tout de suite, mais en règle générale, c'est comme ça que ça marche. Tiens, j'ai vraiment besoin de savoir si j'appelle cette méthode-là, est-ce que ça va avoir un impact quelconque sur mon exécution, sur ma performance, sur quoi que ce soit. Et donc, je vais simplement faire un petit pomme-clic et puis c'est parti, quoi. Oui, Tout à toujours fait. pomme-clic, parce que c'est comme ça que ça marche sur Mac. Et Bien alors entendu, justement, ce podcast est sponsorisé par Apple. C'est oh évident. là, ouf, bon bah il faut que j'y aille alors. Hein. Et par Mais Google, bien justement, entendu. tu parlais des raccourcis et donc du coup, je pense que je vais à nouveau bifurquer là-dessus parce que est-ce que tu as gardé les raccourcis clavier de IntelliJ? Ah oui, oui, oui. Parce que J'utilise donc, ça, je suis un grand, grand un fan. ami à moi avait dit une phrase qui était, je pensais très juste, comme moi j'avais gardé les raccourcis clavier d'Eclipse, très fainéant que je suis, et du coup maintenant je remets toujours les raccourcis clavier d'Eclipse même dans IntelliJ. Et il avait commenté ça en disant que mettre les raccourcis clavier d'Eclipse dans IntelliJ, c'était un peu comme garder contact avec son ex. Et je trouvais que c'était une Ah, assez c'est bonne très très bon. métaphore et ça m'a C'est presque très donné très bon. envie de me forcer à apprendre tous mes raccourcis clavier, mais j'étais tellement habitué que je suis quand même resté sur ceux d'Eclipse. Donc toi, t'as pris ceux d'IntelliJ alors? Non, non, absolument pas. Hors de question. En fait, voilà, ma petite histoire, ça fait quand même un paquet d'années que je suis développeur Java. Et j'ai dû malheureusement subir Eclipse pendant un certain temps. Et dès que j'ai découvert IntelliJ IDEA, IDEA, je ne sais pas comment on dit correctement, IDEA. IntelliJ tout court, voilà, ça va. IntelliJ, voilà. Donc l'éditeur IntelliJ, donc pour Java et pour tout ce qui est backend Java, etc. J'ai sauté dessus et puis je me suis débrouillé pour avoir des licences et utiliser IntelliJ euh, plutôt que Eclipse. Et donc je me suis très vite habitué. Dernièrement, donc quand Google a annoncé qu'ils allaient utiliser IntelliJ comme base de Android Studio, j'étais aux anges parce qu'en effet, euh, l'ADT à l'époque, donc le plugin Eclipse pour développer des applications Android sur Eclipse, c'était assez, comment dire, disons que Il était c'était, bancal. c'était pas quelque chose qui me réjouissait d'ouvrir. Le problème, c'est que quand tu travailles dessus tous les jours, toute la journée, ça rend pas ton travail extrêmement super excitant. Mais une fois qu'ils ont annoncé Android Studio, j'avoue que je travaille sur Android Studio depuis la première version disponible, donc la version alpha, je ne sais plus quoi, ils avaient annoncé il y a 2 ans, je pense, à Google I.O.
et je ne regrette absolument rien. Donc, oui, non, je n'ai jamais gardé les habitudes Eclipse. Je les ai même perdues très 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 vite. Je ne sais absolument plus utiliser Eclipse et je n'ai absolument pas aucune envie de réessayer. Par contre, ce que j'allais dire, justement pour continuer un petit peu sur ce sujet de raccourci clavier, je suis un grand fan d'utilisation de clavier. J'essaye d'utiliser ma souris le moins possible, simplement parce que j'estime que ça va. En tout cas, moi, ça m'aide énormément à être efficace, je pense. Euh, et donc, pour ce faire, j'utilise un plugin IntelliJ qui fonctionne sur tous les systèmes et qui s'appelle Key Promoter. Donc, je vous le suggère très très fort si vous n'utilisez pas. Key Promoter, ça va être le plugin qui va vous emmerder jusqu'au bout de la vie. Euh, Ça va être vraiment votre pire ennemi simplement parce que chaque fois que vous cliquez pour faire une action qui a un raccourci, il va vous afficher un pop-up dégueulasse qui va rester là pendant un certain temps pour vous dire au fait, quand tu cliques là-dessus, plutôt que de cliquer dessus, tu peux utiliser tel raccourci. Ce qui est chiant au début, et puis au fil du temps, on apprend les raccourcis, et puis on va beaucoup plus vite, et puis après, on voit plus jamais ces machins-là. Et donc, en gros, ce key promoteur, c'est un emmerdeur, mais c'est un bon emmerdeur. Voilà. Ah, le seul problème de ce truc, c'est j'ai remarqué, moi enfin, j'ai quand même eu pas mal tendance à aller sur les PC de mes collègues, etc., qui étaient sous Mac. Et n'étant pas sous Mac, ça a été très difficile, puisqu'à chaque fois je me retrouvais devant leur clavier et machinalement je faisais un raccourci clavier. Ah oui. Et du coup, ce qui m'est déjà arrivé, c'est de fermer la fenêtre de l'éditeur d'un collègue, ce genre de choses, qui tout de suite est beaucoup moins content parce qu'il me demande de l'aide et que je lui ferme son IDE. Mais donc ça, c'est le petit point négatif. Mais non, effectivement, le key promoter, c'est un plugin excellent. Et effectivement, en fait, on le déteste et on l'aime en même temps. Ça, exactement. C'est très Exactement. paradoxal. D'ailleurs, tu parlais de fermer l'éditeur sans le faire exprès. Un truc qui est vraiment chouette maintenant avec IntelliJ depuis déjà quelques versions, il faut dire, c'est qu'il n'y a plus vraiment cette notion de sauvegarde de fichiers indépendants. C'est-à-dire que quand on fait CTRL-S ou POM-S, ou qu'on clique sur fichier save, il va automatiquement sauver tout ce qui est potentiellement ouvert et tout ce qui est potentiellement édité. Donc il y a plus cette notion de tiens, j'ai peut-être un fichier que j'ai sauvé et pas l'autre, ce qui est vraiment vraiment bien en soi. Je ne sais pas comment on n'a pas pensé à ça plus tôt, parce que enfin, c'est évident quand on y pense, quand on le dit comme ça, on se dit ça aurait dû toujours être comme ça, mais en tout cas voilà. Donc si vous ne le savez pas, sachez que dès que vous sauvez quelque chose, et en règle générale, dès qu'on fait une action du style compiler, etc., il va automatiquement sauvegarder ce qui est en cours, et dès qu'on sauve une seule fois, il va sauver tout ce qui a sauvegardé. Donc c'est vraiment vraiment très pratique, et on n'a plus jamais ce problème de tiens, j'ai oublié de sauver ce fichier et j'ai fermé la fenêtre sans le sauver et loin quoi. On a plus ce cas-là. Donc tu as fermé son éditeur à ton pote, c'est pas très grave. Au moins tous ces fichiers étaient automatiquement sauvegardés. On dit merci Ouais, à qui? ouais, tout à fait. Mais le problème, c'est que ça prend quand même un certain temps à se relancer. C'est ça le petit souci. Ouais, ouais. Bon, écoute, il faut bien dire ce qui est, c'est que c'est une application Java. Bien que j'adore le Java pour des applications graphiques, c'est pas terrible, terrible. Hein. Donc voilà. Mais en attendant, ça marche très bien sur plein de systèmes, donc oui, il faut être un petit peu patient pour que ça redémarre. Je sais pas si t'as d'autres choses que t'aimes bien à propos d'IntelliJ? Ah bah tout, mais en fait, là j'ai juste envie de pousser un petit coup de gueule, on va dire un petit coup de gueule. C'est pas vraiment un petit coup de gueule, c'est plus quelque chose que je devrais dire directement à Google plutôt que de le dire ici, mais c'est pas grave, je le dirai aussi à Google. C'est-à-dire que voilà, donc la petite application que j'ai commencé dans le train, bien j'utilise les j'utilise les constraint layout. Oui, je le fais. Et pour utiliser les constraint layout, on fait quelque chose qui va être complètement à l'inverse de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire du drag and drop, ou en tout cas quasi obligé de faire du drag and drop, dans le nouvel éditeur des constraint Attends, layout. est-ce que peut-être tu veux expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas encore les constraint layout ce que c'est et qu'est-ce Alors, que ça implique? donc, lorsqu'on crée une vue sur Android, on utilise ce qu'on appelle un layout qui va aider à agencer les éléments de la vue d'une certaine manière sur l'écran. Donc le layout va, en fonction du type de layout qu'on va utiliser, va agencer ces éléments-là d'une façon ou d'une autre. Donc les layouts les plus connus, ça va être d'abord et avant tout le linear layout, qui va agencer les éléments de manière linéaire, comme son nom l'indique, que ce soit vertical ou horizontal. Il y a aussi ce qu'on appelle un relative layout, c'est-à-dire qu'il va agencer les éléments relativement par rapport à d'autres éléments dans la vue, etc. etc. Euh, à Google I.O. Précédemment, si je ne m'abuse, ils ont annoncé
un nouveau type de layout qui s'appelle le constraint layout. Et le but de ce layout-là, de ce type de layout-là, c'était donc un des gros problèmes qu'on avait, un des problèmes, je veux dire, pas spécialement énorme, mais en tout cas un des problèmes qu'on avait à l'heure actuelle avec les layouts, c'est qu'on avait tendance à imbriquer les layouts les uns dans les autres. Donc par exemple, avoir un relative layout à l'intérieur d'un linear layout, afin de pouvoir agencer vraiment ces éléments comme on le voulait en fonction d'un design plus ou moins complexe. Le problème avec ces imbrications, le problème avec ces hiérarchies de layout, c'est que ça prend du temps à calculer, et donc ça tue un petit peu la performance, et ça risque de tendre vers des vues qui ne sont pas fluides et qui ne sont pas nickel. Et donc pour pallier à ce problème, ils ont annoncé le constraint layout, qui est un layout qui permet d'avoir des vues complexes sans avoir besoin d'imbriquer des différents types de layouts les uns dans les autres. Donc en gros, on a une hiérarchie qui est relativement plate, donc on a vraiment un seul layout avec des éléments dedans, et sur ces éléments, on applique des contraintes. Les contraintes, c'est en fait des tailles, on va dire, des espaces, des types comment dire, de règles qui vont permettre à un élément de se trouver à un seul endroit et toujours au même endroit en fonction de l'orientation, de la taille de l'écran, etc. Et donc on peut mettre des contraintes sur un élément en fonction d'un autre élément, etc., etc. Et pour faire ces contraintes-là, en fait, on a un nouveau type d'éditeur de layout dans Android Studio qui permet de tirer, de faire du drag and drop. En gros, on dessine des flèches d'un élément à l'autre ou d'un élément vers la fenêtre, etc. Et on donne certaines valeurs pour dire, tiens, cet élément-là va être positionné à telle hauteur et à telle donc en position X et en position Y. Et on va dire que cet élément-ci, le deuxième élément, va être toujours à 16 dp du premier élément, etc. Et donc pour ça, il faut faire du drag and drop, il faut cliquer et tirer pour créer ces liens. Et disons que ça marchait relativement bien au début, et dernièrement ça marche un petit peu moins bien. Ce qui est bizarre dans une évolution comme ça, d'avoir plus de bugs qu'avant. Bon, on se dit qu'il y a peut-être un petit problème quelque part. Je sais que, bon, maintenant, ceci étant dit, que ce soit clair, les constraint layouts sont en version alpha. Donc l'éditeur pour les constraint layouts sont uniquement disponibles dans la version Canary, c'est-à-dire la version preview de Android Studio. Donc c'est pas du tout disponible dans la version stable. Donc tout ça est toujours en version de développement, en cours de développement, et c'est pas du tout final. Et donc voilà, quand on utilise ce genre de choses, il faut s'attendre à ce que les choses cassent, et il faut surtout prévenir Google, tiens, j'ai trouvé un bug. Et voilà ce qui se passe, et essayer de montrer pour le reproduire, etc. Dans mon cas, évidemment, c'est un petit peu compliqué de le reproduire, en tout cas d'expliquer ou de faire quelque chose pour le reproduire, parce qu'il s'agit de problèmes quand tu drag and drop un peu trop de contraintes sur un élément. Parfois, il y a toutes les contraintes qui disparaissent et tu sais pas pourquoi. C'est qui pose un tout petit problème quand tu lances ton app et tu vois que ta case qui était censée être dans le coin supérieur gauche, maintenant se retrouve absolument n'importe où parce qu'il n'y a plus de contraintes dessus et puis il sait pas quoi faire avec. Donc c'était assez comique. Donc voilà, tout ça pour dire que les constraint layout, là tout de suite, je suis pas sûr d'être super copain avec. J'espère que ça va changer. D'après ce que eux disaient, en tout cas après avoir parlé pas mal à Romain Guy sur le sujet à Google I.O., il avait vraiment l'air de dire que c'était un peu la solution à tout. Ça va être le layout par excellence, the place to be, the thing to do. On verra bien ce que ça donne une fois que ce sera en vraie version stable et officielle. En attendant, je ne pense pas que ce soit tout à fait prêt pour la prod en tout cas. Moi, enfin, j'ai testé un petit peu pour voir. Pour te dire, j'ai pas été très très loin. J'ai juste fait un formulaire de login, hein. Donc, qui dit formulaire de login dit je suis en login, je suis en password, un bouton login, un bouton sign up, un bouton forgot password. Donc, Tout à fait. on parle pas d'un layout très très compliqué. Et je me suis rendu compte que je m'arrachais les cheveux, arriver à dire bon, je voudrais bien que mon forgot password et sign up soient l'un à côté de l'autre, plus ou moins bien centrés en dessous du bouton login. Ça a été la croix et la bannière. Après, donc, ce que j'aurais fait super facilement avec un linear layout et un weight 1 de chaque côté, c'est peut-être moins performant, mais n'empêche qu'en termes de code, ça va beaucoup plus vite.
Donc je me suis rendu compte qu'en plus, il y a pas mal de fois où je mettais mes contraintes, ça marchait bien, et quand je voulais lancer, Android Studio me disait ah, il n'y a pas de contrainte appliquée sur ce truc-là. Et quand je voulais la mettre, il voulait pas la mettre. Donc je trouvais que c'était plus contre-productif, l'outil allait à mon encontre plutôt que dans mon sens. Maintenant, comme tu l'as dit, c'est encore en alpha, donc voilà, j'ai essayé histoire de pas mourir idiot, enfin un peu moins, et je me suis dit, bon, on va déjà voir où ça en est maintenant, essayer de voir un peu l'évolution quand ça va augmenter. J'ai trouvé que c'était pas encore prêt à l'heure actuelle pour vraiment passer beaucoup de temps avec ça, donc j'ai préféré passer à autre chose. Vigilant de ce que toi tu me dis, j'avais sûrement raison. Maintenant, est-ce qu'en soi c'est une bonne solution d'aller vers ça plutôt que de vouloir imbriquer des relative layouts et des linear layouts? Je pense que oui. Je pense qu'effectivement il y avait un vrai besoin. Il y avait un vrai besoin en termes de performance et de simplicité. Euh, et vu que, à moins que je dise une bêtise, bah, quand on code en iOS, bah, on se retrouve avec quelque chose de très similaire à ce contraint layout, ça veut dire qu'effectivement le principe a déjà été testé, utilisé et éprouvé. Donc, a priori, une fois que ce sera stable, il y a peut-être un vrai besoin pour ça. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à convertir les hardcore développeurs qui ont l'habitude d'aller dans leur fichier XML et qui veulent rien savoir du drag and drop et du GUI? Ça, je sais pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Personnellement, j'ai toujours eu un gros problème avec tout ce qui était génération de code automatique, donc tout ce qui est générateur de code, donc le code qui est fait à ma place. Euh, je suis fainéant comme tout bon développeur qui se respecte. Je ne dis pas que je suis bon développeur, mais peut-être quelque part par là. Mais en tout cas, je suis fainéant, c'est sûr, donc j'aime pas faire du travail pour rien. En attendant, le code qui est généré, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. En général, ça va être mal formaté, ça va être avec des noms incompréhensibles. Il y a toute une série de choses qui font que ça me plaît pas. Et donc ici, on parle vraiment de tout ça en fait. On parle de fait d'obligation d'utiliser sa souris ou son trackpad ou que sais-je, d'utiliser un générateur de code, de faire toute une série de hard-codage de valeurs telles que des dimensions ou bien des positions donc ça rend les choses un petit peu plus hard-codées. J'aime pas trop ce principe. J'aime beaucoup mieux le principe justement pareil comme toi tu disais avec un linear layout ou bien avec un relative layout si besoin de plus de complexité avec des paddings, avec des weights et ce genre de choses qui en Après, effet est un petit peu moins performant, mais est-ce que ça nous a vraiment posé des problèmes jusque-là? Moi, je jamais. pense que c'est aussi le fait que comme c'est nouveau, bah, on est un peu réfractaire à la nouveauté. Je pense que c'est parce que voilà, on connaît bien, on C'est est possible. habitué, et du coup, on voit ce nouvel outil en disant ouais, mais j'irai beaucoup plus vite comme je le faisais avant parce qu'on n'est pas habitué. C'est vrai. Moi après, je suis aussi comme toi partisan du moindre effort, et je suis pas contre le code généré. En fait, je suis même assez pour, et d'ailleurs, je pense que tu l'es aussi, puisque bah, tu utilises Retrofit, tu utilises Dagger qui génère aussi beaucoup de code pour toi. Et moi, je suis pour le code généré que je ne dois pas voir. Voilà, c'est ça, Et exactement. le problème ici avec les layouts, du constraint layout, c'est qu'effectivement il va générer du code, ce en quoi je ne suis pas entièrement contre. Mais après, si tu as une vue à custom ou ce genre de choses, tu peux pas la drag and drop, tu dois aller dans le code et l'ajouter toi-même, etc. Et donc tu dois commencer à essayer de voir ce code générique et générer et aller inclure ton objet au bon endroit. Alors c'est peut-être pas nécessaire puisqu'effectivement lui va après rebouger tout ça, etc. Mais moi j'aime quand même bien quand je le mets dedans, le mettre au bon endroit. Alors je vais essayer de comprendre un petit peu ce grand fichier XML et, euh, et en plus je suis assez réfractaire à la souris en fait. Donc le fait de devoir lâcher mon clavier, prendre ma souris pour aller drag and drop des trucs et donc je trouve ça très inefficace. Et c'est ça qui m'embête, je pense, le plus avec ce principe-là, c'est qu'au final, Android Studio nous permet un maximum d'ouvrir les fichiers, d'aller en code et faire ce qu'on veut. Et là, ici, je trouve c'est aller un peu à l'encontre de ça et se dire, bon, maintenant, on va reprendre le truc, une interface visuelle et tout se fait à travers ça. Et je sais que l'équipe Android, parce qu'ils me l'ont dit, veulent aller vers ça. Notamment, bah, j'avais demandé à Romain Guy, non, attends Norby, pourquoi est-ce que par exemple, l'autocomplétion dans les fichiers Gradle était si mauvaise. Et il m'a dit que c'était pas du tout leur priorité. Leur priorité, c'était justement leur nouvel outil pour gérer les dépendances. Et donc, c'est un outil visuel dans Android 2.2, Android Studio 2.2. Euh, et, euh, et donc, ils voulaient que ce soit le plus accessible à tout le monde. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais maintenant, en tant que power user,
c'est quelque chose qui m'embête un petit peu dans le sens où voilà, moi cet outil-là ne me sert à rien, je préférerais clairement avoir l'autocomplétion dans les fichiers Gradle. Pareil ici, le constraint layout, le fait de ne pas avoir quelque chose de facilement éditable en XML, c'est quelque chose qui m'embête un peu. Je pense que ça va peut-être aller à l'encontre de la productivité plus que dans son sens. Tout à fait, je pense que il n'y a plus qu'à attendre et voir exactement où on va avec ça. En attendant, en tout cas, d'après ce que moi j'ai compris, ils misent pas mal là-dessus. Ils ont vraiment envie que ça marche, donc je pense que quelque part on n'a peut-être pas le choix, mais bon, peut-être ils vont nous permettre de faire quand même des choses de manière un peu plus manuelle ou bien vraiment améliorer leur interface pour que l'éditeur soit nickel Chrome. En attendant, c'est pas le cas. On verra bien où on en est, où on va, mais bon, Ouais, comme tu disais, c'est une alpha et je pense que de toute façon, avant de commencer à râler sur quelque chose qui n'est pas encore sorti, il vaut mieux leur laisser leur chance c'est pour ça, voir où tout à ça fait. en est. Je pense que les feedbacks que là on donne maintenant, c'est ceux que j'ai entendu aussi quand même pas mal autour de moi, donc je pense que c'est des feedbacks qu'ils ont déjà eu, qu'ils ont sûrement pris en compte eux-mêmes. Et de tous les cas, voilà, bon, ils l'ont dit eux-mêmes hein, que les relative layouts, linear layout et les autres layouts du genre ne vont nulle part. Hein. C'est pas comme s'ils allaient C'est décider de les ça, retirer exactement. du jour au lendemain. Donc, ce sera un outil en plus à rajouter à notre arc et avoir un petit peu. Voilà, peut-être que ce sera bien mieux que ce qu'on a pour l'instant. En tout cas, c'est prometteur, mais voilà, En à tout cas, voir. ceci étant dit, le côté quand même qui est vachement bien fait, je trouve, c'est que l'application fonctionne. Donc maintenant que toutes mes contraintes sont là, je touche plus au layout et voilà. Donc c'est très bien. L'application fonctionne et ce sur plein de types de devices et dont des plus vieux devices avec des plus vieilles versions. Je pense que les constraint layout, même en version alpha, sont compatibles avec la version 2.2 si je ne m'abuse, mais je pourrais dire des bêtises. En attendant, ça marche en arrière. Donc c'est très très bien fait aussi à ce niveau-là et j'ai eu aucun problème. J'ai vraiment eu zéro problème pour intégrer ça sur d'autres types de devices. Il faudra peut-être que je rajoute quand même un scroll view, mais en attendant, ça marche. C'est bien. Ça a l'air de marcher en effet. Faut juste pas trop chipoter dans le layout. Une fois qu'il est fait, il est fait. On n'y touche plus et c'est très bien comme ça. Après, il y a eu pas mal de bonnes idées en termes d'animation. Enfin, donc, je t'en avais déjà parlé. Donc, ils ont décidé de rajouter des guidelines. Donc, maintenant, on pourra aussi Tout rajouter à un fait. petit peu style Photoshop, GIMP et autres logiciels graphiques du genre. Donc, des lignes qui traversent l'écran et sur lesquelles on va pouvoir venir mettre des contraintes et attacher en fait les différentes vues et on pourra animer ces guidelines. Donc, on pourra bouger tout plein de vues d'un coup, etc. relativement facilement. Donc, au niveau des animations aussi, je pense que ça peut vraiment répondre à un besoin. Donc peut-être qu'au final, ces constraint layout ne seront pas utiles tout le temps, mais ils auront peut-être des cas particuliers où effectivement ils seront bien plus utiles que le reste. Tout à fait. Tout à fait. Et comme on disait, l'avenir nous le dira. Exactement. Euh, je sais pas si tu as encore quelque chose à rajouter là-dessus ou si on terminerait pas là. Je pense que ça fait déjà un petit temps et on peut peut-être laisser encore matière à discuter pour les prochains podcasts. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait, tout à fait. Je pense que ça fait déjà un bon premier et on va voir ce que ça donne. Ouais. Ok, donc si les gens veulent te contacter, Yannick, comment est-ce qu'ils doivent faire? Alors, on va dire le plus simple, ça sera sur Twitter. Je suis @Zoyan, Theyyann, sur Twitter. Quant à Ok. toi. Donc pour ceux qui veulent, j'ai aussi le numéro de téléphone de Yannick, hein, donc je l'enverrai en message privé. Et alors pour me contacter, pareil, je pense que le plus simple c'est Twitter, donc @xan, alors c'est XZAN. Donc n'hésitez pas à me contacter, j'essaierai de répondre. Alors ici, on commence. Alors on va certainement avoir un jour un site web et un blog et un je sais pas trop quoi pour mettre tout ça de manière simple. Là, là tout de suite, si vous avez trouvé ce podcast, c'est que vous avez déjà plus d'informations qu'on a là à l'heure actuelle, ce qui est assez bizarre. Vous êtes dans le futur, c'est trop cool. Quoi qu'il en soit, on va certainement mettre tout ça en place. On ne sait pas encore vous en parler là tout de suite, mais à l'avenir, on aura certainement tout ça avec peut-être un Twitter officiel du bazar et tout ça, tout ça. En attendant, je pense que pour ce premier leak, c'est bien. Ouais, ouais, je suis assez d'accord avec toi. Bah du coup, merci beaucoup Ben, et merci à à une toi. prochaine fois. À bientôt. Ciao. Ciao.